Samedi 8 octobre 2016, il est 15h quand des policiers sont attaqués par un groupe de jeunes. Les assaillants brisent les vitres des 2 véhicules de police et lancent des cocktails Molotov. 2 des 4 policiers sont grièvement blessés. L'un d'eux est admis à l'hôpital entre la vie et la mort. Ah, la cité de la Grande Borne. Ce lieu à la fois fascinant et terrifiant est le fruit d'un rêve devenu cauchemar. Une utopie urbaine conçue pour révolutionner la vie en banlieue qui s'est peu à peu transformée en un symbole de dérive et de désillusion. Mais que s'est-il passé pour ce projet ambitieux devienne un tel fiasco? Plongeons dans cette histoire captivante et troublante. Salut, c'est Fabien, j'interromps cette vidéo 30 secondes pour te parler d'un sujet qui devrait t'intéresser. Tu le sais peut-être déjà, mais notre métier avec Tizi Studio, c'est de développer des applications mobiles et métiers pour nos clients. Et ce qui nous caractérise, c'est qu'on place l'expérience utilisateur et le parcours client en top prio. Et ça, on le fait notamment grâce à la data. On récolte, on mesure, on analyse, on teste, on améliore et on itère. Dans le cadre de ce métier, on fait beaucoup de recherches, beaucoup d'hypothèses et on essaye d'anticiper et de comprendre les comportements humains à travers l'anthropologie, à travers la sociologie, la psychologie, mais également la neurologie. Mais les apps mobiles ne sont que la partie émergée de l'iceberg, car c'est surtout le fruit de tout un travail qu'on fait dans l'ombre et qui est passionnant. Et c'est pour ça qu'on a créé cette chaîne, pour s'inspirer et raconter des histoires passionnantes afin de lire l'avenir à travers les plis du passé. Mais on ne s'arrête pas là puisqu'il y a tout un tas de contenus qu'on crée qui ne sont pas propices au format vidéo et qui ne seront a priori pas partagés sur cette chaîne. On a donc créé une newsletter qui est basée sur ce même principe. Chaque semaine, une histoire, 3 concepts à maîtriser pour améliorer sa marque, son entreprise ou son produit et une anecdote surprenante. C'est totalement gratuit, si ça t'intéresse je te mets le lien en description. Sinon, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour découvrir chaque mois une histoire réelle du passé qui impacte encore nos vies aujourd'hui. Nous sommes dans les années 60. La France se modernise à toute allure et les villes explosent. Pour répondre à la crise du logement, un homme visionnaire, Émile Aillaud, imagine la Grande Borne. C'est une cité qui est bâtie à l'origine dans le cadre de la résorption des bidonvilles de la région parisienne et est surtout utilisée pour reloger les habitants du 13e arrondissement de Paris, alors en pleine transformation. Mais hors de question pour l'architecte Émile Aillaud de concevoir une énième cité composée de grandes barres d'immeubles anonymes et ternes. Il faut croire que déjà à cette époque, cet homme se doutait des conséquences de ce genre d'ouvrage sur la vie sociale des habitants. Il rêve alors à une cité pas comme les autres, faite de bâtiments colorés et ondulants, de places conviviales et de jardins luxuriants. Aillaud, connu pour son architecture audacieuse et humaniste, conçoit la Grande Borne comme une réponse à ces barres d'immeubles froides des grands ensembles de l'époque. Ici, les immeubles sont bas, aux formes arrondies, et les façades sont ornées de mosaïques et de fresques multicolores. Les rues sinueuses et les chemins piétons serpentent entre les bâtiments, créant un dédale presque onirique. Les espaces verts sont omniprésents, avec des arbres, des pelouses et des fleurs à perte de vue. En théorie, tout est pensé pour favoriser la convivialité et le bien-être des habitants. Les premiers habitants emménagent dans ce décor singulier avec des rêves plein la tête. Ils viennent principalement des classes populaires, attirés par les loyers modérés et les infrastructures modernes. Il est à noter que la mixité sociale en France est alors un concept très nouveau. En 1955, par exemple, plusieurs dispositifs ont été élaborés pour tenter de mesurer cette mixité sociale, tels que l'indice de dissimilarité. Il faudra attendre 1998 pour voir apparaître une loi contre les exclusions sociales, première loi qui introduit une notion de mixité sociale. Pour autant, la politique de logement social a démarré bien plus tôt. Dès 1894, la loi Siegfried encourage le développement d'organismes d'habitation à bon marché et crée les habitations à bon marché, les HBM, qui deviendront plus tard en 1949 les HLM. Mais à la Grande Borne, on pense déjà mixité sociale. Et on imagine que les familles populaires vont se mélanger aux familles les plus aisées, ce qui provoquera un nivellement vers le haut. À l'époque, nous n'avions peu de données là-dessus, il fallait le tenter. Nous sommes en 1971 et les premières familles s'installent. Les enfants jouent dans les parcs et la vie semble suivre son cours dans une harmonie parfaite. Parfaite, pas tant que ça. Car rapidement, la réalité rattrape le rêve. Les infrastructures prévues pour accueillir des milliers de personnes peinent à suivre. Les commerces de proximité tardent à ouvrir. Les transports en commun sont insuffisants. Les services publics se font attendre. La promesse d'une vie meilleure commence à s'effriter. La France, au début des années 80, tombe dans une récession économique
énorme, sur fond de choc pétrolier. Et cela va porter un coup fatal à la Grande Borne. Le chômage frappe durement ses habitants. Les difficultés économiques se traduisent par un manque d'entretien des bâtiments et des espaces publics. Les fresques colorées se ternissent, les jardins se transforment en friches et les immeubles se dégradent à vue d'œil. Parallèlement, la composition sociale de la cité évolue. Les familles les plus aisées quittent peu à peu les lieux, remplacées par des populations encore plus précaires. Les tensions sociales s'accentuent et la Grande Borne devient synonyme d'exclusion et d'insécurité. Les trafics en tout genre prennent racine et les incidents se multiplient. Ce qui est le plus fou, c'est ce témoignage donné par Émile Aillaud, le fondateur architecte de cette cité perdue. À l'écouter, déjà à l'époque, on aurait pu savoir que c'était perdu d'avance. Je vous laisse écouter cet extrait. Et du fait même de la constitution de la cité, du fait qu'elle longe une autoroute d'où elle ne peut pas sortir, elle affecte la forme d'une ville close un petit peu. C'est donc un labyrinthe apparemment fermé dont l'intérieur seul compte. Ce sont les replis intérieurs de la ville qui sont la partie habitée. Ceci paraît être comme l'épiderme ou l'écaille d'un animal. Aujourd'hui, quand on entend ça, on ne peut pas s'empêcher de penser zone de non-droit. En effet, c'est dans les années 90 que la Grande Borne devient un véritable ghetto. La violence et la criminalité y règnent en maître, et les pouvoirs publics semblent dépassés. Les habitants, pris au piège de cette spirale infernale, se sentent abandonnés. Les médias s'emparent de l'affaire, faisant de la Grande Borne le symbole de l'échec des politiques urbaines. Les tentatives de réhabilitation se multiplient, mais peinent à porter leurs fruits. Les investissements publics, pourtant conséquents, se heurtent à des réalités sociales et économiques complexes. Les projets de rénovation urbaine se succèdent, mais les résultats tardent à se faire sentir. La Grande Borne, autrefois utopie urbaine, est devenue un cauchemar bien réel. Cependant, à l'aube du XXIe siècle, des initiatives voient le jour pour redonner espoir à la Grande Borne. Des associations locales se mobilisent pour recréer du lien social et offrir des perspectives aux jeunes. Les pouvoirs publics lancent des projets de rénovation ambitieux visant à moderniser les infrastructures et à améliorer le cadre de vie des habitants. Malgré ces efforts, les défis restent immenses. La précarité et le chômage continuent de peser sur la cité et les tensions sociales demeurent vives. Et à chaque fois qu'on entend parler de la Grande Borne à la télé, c'est toujours pour de macabres faits. Aujourd'hui, la Grande Borne nous invite à réfléchir sur notre manière de concevoir et de gérer nos villes. Les technologies modernes et notamment les données offrent de nouvelles perspectives pour éviter de reproduire les erreurs du passé. Les outils de data et d'analyse prédictive permettent de mieux comprendre les dynamiques sociales et économiques. Ils peuvent aider à anticiper les dérives avant qu'elles ne deviennent ingérables. Avec une utilisation judicieuse de ces technologies, couplée à une volonté politique forte, il serait possible d'identifier les signaux faibles de détérioration et d'intervenir préventivement. Imaginez un système où les données collectées en temps réel permettraient de détecter les premiers signes de dégradation d'un quartier. Des capteurs mesurant la qualité de l'air, la propreté des espaces publics ou encore l'activité commerciale. Des analyses fines des tendances sociales et économiques permettant d'ajuster les politiques publiques en fonction des besoins réels des habitants, en investissant dans l'humain autant que dans l'infrastructure. En favorisant la mixité sociale et en s'appuyant sur une gouvernance locale participative, une nouvelle utopie urbaine pourrait voir le jour. Comme souvent, la clé de la réussite d'un projet, quel qu'il soit, réside dans l'anticipation et l'adaptabilité. Et pour ça, la base, c'est la collecte de données en temps réel et l'intelligence dans la compréhension de ces données. Les nouvelles technologies et l'IA sont donc au cœur de tous les futurs projets, même d'urbanisme. Cette vidéo m'a poussé à faire des recherches sur le comportement humain quand ils vivent ensemble. Ce qui est étonnant, c'est qu'au début des années 1960, l'éthologue John B. Calhoun développe un concept hyper intéressant, le cloaque comportemental. En quelques mots, ce concept explique que les animaux mis en situation de surpopulation anormale sont plus agressifs et que des perturbations sexuelles et sociales apparaissent, jusqu'à l'extinction totale. Et si Émile Aillaud avait pris ça en compte, peut-être aurait-il pensé sa ville autrement. Grigny la grande borne, une bite sur l'épaule. Grigny la grande borne, une bite sur l'épaule. 3 cadavres sol, quartier ma peau. Face à l'horreur, nous sommes des tueurs. Général de guerre et casquette à l'envers. L'épée dans l'air, le bras Schwarzenegger. Du gaz on monte en l'air pour des billets verts. Je suis un braqueur.